It is estimated that by 2050, an additional 2.9 billion people will move to urbanized environments, resulting in 70% of the world's population living in cities. This rapid urbanization is exerting pressure on cities' aging infrastructure, including housing, freshwater distribution, sewer systems, transportation, environment, public safety, and health. But cities need to be resilient to survive, adapt, and grow despite the challenges they are experiencing. There's a requirement here from a global perspective for us to kind of think not just about ourselves, but to consider the next generation. To help cities tackle tomorrow's urban challenges, Microsoft Canada is helping government officials and industry leaders to help action smart city ideas and demonstrate how technological innovation can help solve complex issues and create new business models. Microsoft's CityNext solutions empowers government organizations to unlock their potential by delivering innovative digital services to optimize city operations, improve city infrastructures, and accelerate innovation. You know your own staff, your own people. They got way more work to do than they've got time for. And so if we can augment their work and provide a little bit more value, then so much more power to all of us. We bring a world-class technology portfolio, including safe and secure cloud computing and the vast expertise of the Microsoft Partner Network, empowering cities to be more sustainable, prosperous, and inclusive. The development of smart cities is no more a choice, but a necessity, and every step we take towards the creation of a smart city is a step towards a better future where technology serves the needs of the citizens. So, what will you do to make your city a smart city? Explore more about Microsoft CityNext on our website or reach out to your local Microsoft office or CityNext partner to continue the conversation. La partie infrastructure, comment aujourd'hui je vais pouvoir gérer les problématiques d'infrastructure, comment je peux améliorer mon infrastructure pour donner bien sûr un meilleur rendu, des routes qui sont plus, on va dire, moins chargées, des routes qui sont mieux sécurisées, etc. Et bien sûr, ça parle, slide. Je reviens sur l'autre. Très bien. Toute la partie public safety. Aujourd'hui, on sait bien qu'avec tous les challenges qu'une ville peut rencontrer sur la partie criminalité, sur la partie fraude, etc., comment aujourd'hui on peut utiliser de la technologie pour pouvoir offrir, on va dire, un environnement sécurisé pour les citoyens. Comment avoir aussi un public health and social care qui est à la pointe de la technologie. Ça, c'est quelque chose de très important. Comment aujourd'hui on peut utiliser l'AI. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de cas pratiques dans lesquels on utilise l'intelligence artificielle pour détecter des maladies, pour pouvoir faire des opérations à distance, pour pouvoir également traiter des patients à distance, ce qu'on appelle remote patients, qui va permettre, par exemple, de pouvoir traiter en cas d'urgence un patient, même s'il est peut-être dans une autre ville, mais le temps de ramener parce qu'on appelle spécialiste dans la ville où le cas est arrivé, etc. Et finalement, Citizen Services, ça c'est un point très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'inscrit, nous, dans cette démarche-là avec le Maroc, c'est que comment aujourd'hui on peut rendre des services publics qui sont innovants. Aujourd'hui, pourquoi je donne l'exemple du Canada? Parce que c'est un pays qui est très développé sur la partie Citizen Services et surtout sur la partie services rendus aux citoyens. Aujourd'hui, par exemple, au Canada, ils sont capables de faire tout en ligne. Toutes les demandes sont faites en ligne,
tous les dossiers sont traités en ligne, donc il n'y a pas. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre. Ça rentre aussi dans la Smart City parce que avoir une Smart City avec de la transportation qui est connectée ou des caméras connectées, mais finalement où les services publics ne permettent pas de rendre un service de qualité, aujourd'hui, c'est le challenge. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sur la partie investissement, aujourd'hui, les Smart Cities, comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient une nécessité. Donc, tôt ou tard, aujourd'hui, j'aime bien que quand Igram m'ont appelé pour me dire qu'ils vont faire un sujet sur Smart City, j'étais très content parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut commencer à parler de ça. C'est maintenant qu'il faut investir sur ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, il y a de l'investissement mondial qui va venir. Il y a beaucoup de startups écosystèmes qui se créent autour de la Smart City parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, effectivement, il y a une problématique de la data qui est aujourd'hui très courante. Aujourd'hui, on ne trouve pas la data, donc il faut trouver la donnée, il faut libéraliser un peu la donnée. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on peut parler. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'un investissement de 150 billions de dollars en 2022. Et d'ici 2050, on pense que toutes les grandes métropoles mondiales, ils vont être complètement connectées et intelligentes. D'accord ? Et parmi les pays, c'est Singapour, bien sûr Montréal, etc. New York et reste. Donc, pourquoi aujourd'hui on parle de Smart City ? Parce que le monde a changé. Donc, il y a un terme qui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ce qu'on appelle le phygital. Ça veut dire entre physique et digital. Aujourd'hui, on n'est plus physique, on n'est pas 100% digital. Peut-être avec le métaverse, on va devenir peut-être 100% digital. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde, vraiment, on est on va dire dans une ère technologique dans laquelle aujourd'hui, on a deux existences, physique et digital. Et donc, d'où le mot phygital, qui donne qu'aujourd'hui, même les citoyens aujourd'hui, moi, par exemple, je me vois en tant que phygital, mais vous êtes aussi dans phygital parce qu'il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour prendre des photos, ça devient une partie prenante en fait de notre existence. Et aujourd'hui, il y a comme je disais, il y a le citoyen aujourd'hui, il fait partie, je ne parle pas des générations Z, etc., qui sont déjà connectées aux générations qui vont venir, qui vont être probablement plus digitales que nous. Mais aujourd'hui, le digital est devenu quelque chose pour moi naturel. Quand je vais faire une transaction aujourd'hui, toutes les transactions, on peut les faire via notre téléphone. La première chose, quand on fait service, il faut aussi les engager d'une façon différente. Très bien, le next slide. Très bien. Donc, comment aussi moderniser? Ça, c'est important. Les workplaces du gouvernement, ça, c'est important. Aujourd'hui, un des challenges également, c'est comment moderniser les espaces publics. Aujourd'hui, la rue, comment pouvoir détecter les smart parking. On parle de smart parking. Tout à l'heure, je vais donner un exemple de use case qui sont en train de se développer dans le monde entier pour vous donner vraiment ce que les gens sont en train de faire. Mais aujourd'hui, comment moderniser ces espaces-là, ces espaces publics? Soit avec des caméras, par exemple, on va parler de safety. On va utiliser les caméras classiques, mais on va les doter d'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des objets, détecter des accidents, détecter même une route en fait qui va être encombrée. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi moderniser. Comment aussi améliorer les services gouvernementaux? Ça, c'est important parce que c'est au centre du Smart City. Comme je disais tout à l'heure, le gouvernement aujourd'hui joue un rôle important dans les Smart Cities. S'il ne s'implique pas, on peut être des acteurs, on peut développer des solutions qui sont intéressantes, mais ça va rester des solutions utilisées par une partie de la population ou les gens qui vont être des early adopters de ça. Mais par contre, l'implication du gouvernement est très importante dans tout ce qui est développement de Smart City. Donc, Microsoft, pourquoi? Alors, Microsoft, quand on vient sur la Smart Cities, en 2013, on était derrière, pas parce qu'on n'était pas dans le Smart City, mais parce qu'on était occupé sur autre chose. On était en train de faire notre cloud privé, le cloud public, donc on était en train de développer ça. Et donc, du coup, on n'était pas acteur direct. Et si vous remarquez, tous les acteurs aujourd'hui qui existaient, c'était des acteurs hardware, qui viennent du monde du hardware. Pourquoi? Parce que généralement, l'IoT, ça venait aussi de IoT, donc ça vient de l'industriel aussi. Utilisait beaucoup d'équipements industriels pour faire tout ce qui est IoT. Donc, c'était généralement les Hitachi, les Toshiba, les Siemens, les Schneider, etc. C'était les leaders sur ce marché-là. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a évolué, 2014, et vous voyez en fait le classement. Aujourd'hui, on est parmi les leaders, on est parmi les 3, après Cisco, etc. Pourquoi? Parce qu'on a ramené des capabilities technologiques. Aujourd'hui, on peut faire du Smart City Low Cost. C'est-à-dire, ça j'aime bien le terme, Smart City Low Cost.
c'est du airline low cost. Mais ça, c'est du smart city low cost. À l'âge low cost, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'investir dans des solutions colossales. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'équiper des super caméras qui sont super connectées avec des algorithmes. Aujourd'hui, je peux utiliser des caméras, je ne vais pas dire bas de gamme, mais des caméras qui sont en bon marché. Mais je vais les coupler avec de l'intelligence artificielle derrière, avec du machine learning, avec des capabilities AI, qui vont permettre de rendre ces caméras simples, mais intelligentes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle du low. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train d'accélérer, parce qu'on ramène un savoir-faire de développement, mais on ramène aussi des briques technologiques dont je vais parler tout à l'heure, notamment l'IoT et l'AI, qui sont les accélérateurs de cette partie-là. Alors, je préfère que ça soit aussi interactif. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire directement. Donc là, je vous montre juste un peu notre évolution. Donc, 2013, on était un peu là, hein, un peu challenger. Hein, on avait des idées pas mal. Et là, on est parmi les leaders. Et bien sûr, ça date de 2017. Le rapport va sortir en 2020. Et je pense qu'on va être en top du sommet. D'accord? Donc, comment on va aider nos clients, nos partenaires? Donc, je sais que bon, il y a des clients et des partenaires ici. Donc, comment on va aider nos clients et nos partenaires pour pouvoir réaliser ce changement et s'intégrer dans cette Smart City? Alors, aujourd'hui, quand on parle de Smart City Scenarios, donc on peut imaginer beaucoup de scénarios. On peut imaginer des drones qui volent, on peut imaginer des drones qui font de la surveillance d'équipement, on peut imaginer des petits bateaux qui circulent dans le port pour détecter des fuites, on peut imaginer des drones qui vont surveiller en fait des autoroutes. Donc tout ça sont des scénarios, enfin, je rêve pas, c'est scénarios qui existent à travers le monde, mais je vous dis en fait, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça peut être du Smart Citizen Services. Donc aujourd'hui, on peut imaginer avoir, au lieu d'avoir Muqata'a, on peut avoir un agent chatbot, c'est un bot, hein, c'est un agent intelligent qui va permettre de traiter une demande de certificat de naissance, une demande, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait à travers le monde, mais ça, quelque chose aussi, ça rentre dans le Smart City, parce que ça me permet d'utiliser de l'intelligence artificielle pour rendre un service digital, plutôt que ça soit physique. Un élément important, le public safety également, la smart energy. Donc ça, c'est important aussi, comment je peux utiliser de l'intelligence pour soit produire efficacement l'énergie, soit d'utiliser efficacement l'énergie. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une grande problématique, surtout avec l'inflation du coût du pétrole, etc., du gaz. Donc aujourd'hui, l'énergie va coûter plus cher. Donc aujourd'hui, les pays sont obligés d'avoir une gestion de ressources efficace et efficiente, surtout. Un élément important, c'est aussi la partie open data. Moi, je pense que c'est au centre de la Smart City. Et c'est là où je pense que le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour sortir de la data qui peut être exploitée et qui peut donner du sens. Sans la data, d'ailleurs, la Smart City, elle se base d'abord sur la data. Sans la data, je peux mettre des capteurs intelligents. D'ailleurs, en fait, vous allez voir que vous savez que dans différents secteurs, chaque secteur utilise quand même de l'IoT. Ils ont de la data, mais cette data-là, elle est en quelque sorte propriétaire ou privative pour un département ou un service donné ou un organisme. Aujourd'hui, pour faire du Smart City, l'open data, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de construire toutes les autres briques derrière. D'accord? Question? Donc après, sur la partie smart parking, etc. Et d'autres scénarios, je vais revenir tout à l'heure sur les scénarios. Donc, comment aujourd'hui je peux faire ce changement et comment apporter ce changement au business de l'entreprise et comment on va développer ça? Donc, il y a ce qu'on appelle, quelles sont les innovations qui vont nous permettre de générer de nouvelles opportunités business. Alors, on a parlé de différents scénarios, donc smart parking, toute la partie smart safety, etc. Le premier élément dans la brique, c'est le cloud. Pourquoi le cloud? Parce que c'est l'économie de l'échelle. C'est du pay as you go et c'est du low cost parce que je n'investis pas. Il n'y a pas pas du CAPEX, c'est purement de l'OPEX. Donc, je peux démarrer ma solution Smart City, quel que soit le use case que je veux développer, et je peux le démarrer maintenant sans investissement énorme. D'accord? Et comme je disais tout à l'heure, je peux faire du low cost rapidement. Et plus ma solution, bien sûr, elle va prendre de l'envergure, plus la solution elle va être utilisée, plus je vais pouvoir élargir et monter en capacité et monter en scalabilité sans aucun problème. Deuxième enabler technologique, c'est l'IoT.
Alors là, c'est généralement, là où il y a beaucoup de questionnements, c'est que quels sont les équipements que je peux faire? Et là, je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'IoT est devenu tellement accessible qu'on peut imaginer fabriquer nos propres capteurs. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment très low cost de générer, de créer des équipements IoT qui sont connectés, hein, parce que IoT, il faut qu'ils soient connectés, sinon on va revenir sur un ancien système, on peut le faire, mais ça va être de l'intermédiaire. Aujourd'hui, je peux imaginer, avec du Raspberry, avec du Arduino, créer un équipement spécifique avec tous les capteurs qu'on imagine. Et d'ailleurs, on a pas mal d'acteurs comme Rip qui créent quand même des solutions très innovantes, et j'ai travaillé avec eux, et je l'ai vu en fait vraiment prendre en maturité, et c'était Made in Morocco, c'est des équipements IoT Made in Morocco, et surtout, ça a été créé pendant le Covid, etc. Donc aujourd'hui, l'IoT, ce n'est plus le problème, on est capable de créer les équipements qu'il faut. Donc, on a la capacité de calcul, donc on a le cloud qui va nous permettre d'accélérer le déploiement et aussi d'être accessible. Donc, je peux mettre des capteurs, et on a fait l'exercice, on a déplacé des capteurs et on a mis des capteurs dans des régions éloignées. Avec de la connexion 4G ou de la connexion satellitaire, on était capable de remonter de la donnée directement sur le centre de surveillance à Casa au Rabat. Et ça, c'était une solution low cost. Donc là, on l'a fait avec un budget global de entre 100 et 150 000 dirhams pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui quelque chose qui nous permet de le faire. Troisième enabler, c'est la partie Edge et les AI. Alors, pourquoi le Edge? Parce qu'aujourd'hui, quand je fais du Smart Cities ou je développe des use cases Smart Cities, sur certains use cases, je peux avoir un problème de connectivité. On imagine développer, par exemple, on va dire une smart mining, par exemple. On veut une mine qui va être intelligente, sur laquelle on va faire des camions autonomes, on va faire de la simulation de production, on peut faire la surveillance via drone, mais toute la mine n'est pas connectée. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle de l'intelligence at the edge, au niveau de l'edge, au bord, vraiment de l'intelligence cloud, de l'intelligence des services cloud, les avoir on the edge, au niveau de cette mine, d'une façon déconnectée ou partiellement connectée. Donc, ça aussi, c'est une puissance, c'est qu'aujourd'hui, tous les algorithmes machine learning, toute la technologie AI, IoT, etc., on est capable de la reproduire, bien sûr, sur le cloud rapidement, mais on est aussi capable aujourd'hui de la reproduire on the edge, c'est-à-dire dans un emplacement déconnecté ou partiellement déconnecté, connecté de temps en temps. Quatrième point aussi, c'est les AI. Alors, pourquoi les AI? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Avec les AI, je pense qu'on aura besoin de 2 jours de session juste pour décortiquer qu'est-ce qu'on peut faire avec les AI. Aujourd'hui, étant Data and AI Lead sur la région francophone, Afrique francophone, quand on me pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec les AI? J'arrive pas à répondre. Je vous dis pourquoi je n'arrive pas à répondre, à votre avis. Parfois, je suis dans des meetings et le client me dit, qu'est-ce que je peux faire avec les AI? Et je n'arrive pas à répondre parce qu'il y a une infinité de possibilités que je ne peux pas résumer dans une phrase ou dans un paragraphe. Je lui dis, on peut tout faire, ça va dépendre de votre besoin. Aujourd'hui, l'AI, elle est partout. Elle est dans les finances, elle est dans le health, il est dans la transportation, il est dans tout ce qui est airline. L'AI, il est partout. Aujourd'hui, on parle d'avions connectés, on parle de voitures connectées. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est derrière, c'est de l'AI. Donc, c'est tout ce qui est machine learning, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AI, c'est ce qui permet d'accélérer. Et aujourd'hui, on a aussi de l'AI à low cost encore. Pourquoi? Parce que c'est du AI en mode cloud et c'est de l'AI que je paye à l'usage et à la consommation. Parce que le problème, quand je veux faire de l'AI, c'est que je dois faire du machine learning. Je dois faire de l'apprentissage. Quand je fais de l'apprentissage, il faut que j'investisse dans des capacités infrastructures qui sont énormes. Parce que des processeurs GPU, je pense que il faut nous dire combien ça coûte de l'argent, sans parler de quantum computing. Mais en moins de GPU, ça coûte cher. Donc, pour faire du processing, deep learning, etc., on a besoin d'investir. Et en même temps, quand on investit, on va investir dans de l'équipement, dans l'infrastructure, qui va être utilisé juste pour l'entraînement du modèle. Donc, ça coûte cher parce que ce matériel, avec le temps, bien sûr, il va perdre sa valeur. Il faut l'amortir. Après 5 ans, il est hors garantie, donc ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, le cloud et l'AI as a service, c'est ce qui permet de développer rapidement des modèles. Et on a fait même l'expérience avec pas mal de clients au Maroc. Je parle vraiment de l'expérience marocaine. On a fait beaucoup d'expériences avec des clients marocains sur des use cases AI, différents secteurs, différents domaines. Rapidement, on était capable, dans
4-5 jours de sortir un modèle qui fonctionne. Et ça, c'est ce qui permet d'innover rapidement. Cinquième point, c'est arriver plus tard à ce qu'on appelle du digital twin. Donc, demain, la vision, c'est d'avoir une ville qui existe comme du métaverse, qui existe dans les deux. Il existe physiquement, mais j'ai aussi la reproduction de cette ville complètement numérique, avec du smart building, du smart park. Et là, je retrouve tous les use cases que j'ai cités. Les buildings connectés, les parkings connectés, les transports connectés, les avions connectés, tout est connecté et je peux créer une image complètement numérique de ma ville. L'avantage de cette image numérique, c'est quoi? C'est que je peux faire de l'experimentation. C'est que je peux expérimenter des choses. Par exemple, j'ai un problème de transport, j'ai un problème de flux de transport quelque part. Avec mon Digital Twins, je peux lancer des modèles et simuler. Est-ce que c'est plus intéressant de construire un pont ici ou de construire une trémie de ce côté-là? Pourquoi? Parce que j'ai un modèle qui me remonte de la data réelle et donc je peux construire un modèle et faire de l'experimentation sans l'appliquer directement sur mon domaine physique. Et ça nous ramène au centre du phygital. D'accord? Donc, c'est le mot que vous allez retenir aujourd'hui. C'est phygital, c'est entre les deux. C'est clair? Question? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, première composante, c'est bien sûr l'IoT. Donc, question? Donc, sur la partie IoT, donc, on a constaté que c'était très difficile et critique en fait de faire du IoT business process. Donc, on a vu qu'il y avait des complexités, des challenges techniques. Alors, les gens qui font du IoT, ils savent que pour faire de l'IoT, ils ont beaucoup de problèmes. C'est le protocole, c'est le mode de connexion, c'est la batterie. Je vais mettre un capteur en fait solaire ou un capteur qui va être avec une batterie. Quelle est la durée de vie de cette batterie? Combien de données je dois envoyer? Donc, il y a beaucoup de challenges techniques à ce niveau-là. Deuxième challenge, c'est bien sûr parfois, on a un problème de budget parce que c'est de l'équipement qui va venir. La connaissance, c'est un nouveau domaine. L'IoT, l'AI, c'est un nouveau domaine. Donc, il faut aussi qu'on forme nos futurs ingénieurs sur ces domaines-là. C'est aussi un travail. Tout à l'heure, j'ai parlé de travail aussi au niveau éducation et gouvernement. Et bien sûr, toute la partie haven't tried IoT solutions. Aujourd'hui, quand on parle de solutions IoT, 28% en fait des problématiques qu'on rencontre, c'est que parfois on prend des solutions qui ne répondent pas aux besoins. Et ça, c'est critique parce que parfois, je peux prendre une solution propriétaire qui coûte de l'argent, mais je la mets en place, mais finalement, elle ne répond pas parfaitement. Donc aujourd'hui, on est plus sur de l'open IoT. Donc, si je veux créer une solution IoT, je vais la créer sur des solutions complètement open, d'accord, ouvertes que je peux utiliser. Et dernière composante aussi très importante, c'est l'aspect sécurité IoT. Donc, tout à l'heure, il y avait une personne qui a parlé en fait de la sécurité IoT. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, malheureusement, on oublie, mais un objet connecté, c'est un objet, c'est de l'Internet, c'est de la data. Donc, il peut être aussi hacké, il peut aussi être utilisé pour des fins non spéciales. Très bien. Donc, sur la partie solution, donc je vais passer rapidement sur ça. Donc, aujourd'hui, nous, sur la partie IoT, ce qu'on fait, c'est que on offre une série de services. Donc, depuis les services plus bas, donc au niveau du Edge, donc le IoT Edge, etc., tout ce qui est central, Azure Function, Cognitive Services, Azure ML, tous les services qui commencent avec Azure et l'autre aussi, ce sont des composants Azure Cloud. Mais ce sont des services qui peuvent tourner dans le Edge. C'est-à-dire, avec un équipement, un petit équipement ou un équipement plus grand, je peux tourner des services cloud d'intelligence artificielle, de IoT, je peux le faire tourner sur ces services-là. Et donc, même dans des cas, par exemple, il y a des clients qui me posent des questions. Oui, mais sur ce site-là ou sur ce use case-là, je ne peux pas faire de la connexion directement sur le cloud. Je veux que le service tourne en local, soit sur un data center déconnecté, soit sur une zone bien spécifique. Aujourd'hui, on a la solution avec IoT on the Edge. Donc, on peut faire via du IoT on the Edge. C'est toujours de l'intelligence Azure et c'est tout simplement, derrière, c'est du container, c'est du service intelligent, etc. D'accord? Puis, toute la partie IoT Services qui sont sur le cloud. Donc là, on va utiliser tout ce qui est IoT Hub Services, toute la partie Azure AI. Les services cognitifs, ce sont les services AI qui représentent le comportement humain. Ça veut dire le speech, le texte, la partie connaissance de voix, connaissance de langage, etc. Donc tout ça aussi, on peut l'utiliser pour coupler une solution IoT. Et bien sûr, sur la partie IoT Solutions, donc là, on vient sur des solutions complètement SaaS. Donc ça, c'est des solutions, je vous montre tout à l'heure l'exemple et l'ensemble en fait des solutions qu'on a. Donc, on a développé des solutions verticales sur des solutions bien spécifiques, soit de l'énergie
resource optimization, soit sur la partie resource monitoring. Tout à l'heure, il y avait un exemple de monitoring, on a parlé de monitoring. Aujourd'hui, on a des solutions verticales qui nous permettent en fait, qui vont vous permettre de pouvoir lancer rapidement des solutions verticales sans avoir à soucier toute la partie collecte de données et tout. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est de définir l'équipement que vous voulez et choisir l'équipement et placer l'équipement. Toute la partie intelligence, service, il va être géré directement par Microsoft. D'accord? Et l'avantage de telle solution, c'est que ça n'implique pas le choix d'un matériel spécifique. C'est de l'open. Vous pouvez faire une fusion entre plusieurs fournisseurs en fonction de votre besoin. Vous pensez que les caméras ABC sont meilleures parce qu'ils offrent une meilleure qualité de vision nocturne ou détection d'objets, ben vous pouvez les prendre, vous pouvez les coupler avec une autre marque XY qui va vous permettre aussi de faire autre chose. Et ça vous permet d'avoir le même central, la même console d'administration pour ces ensembles d'équipements. Alors, quels sont les scénarios, c'est-à-dire les différents use cases qu'on trouve au niveau de l'IoT central? Donc, il y a tout ce qui est simulated devices, simple device template. Donc, je peux avoir des devices de simulation. Je peux avoir tout ce qui est water, par exemple, water quality. Je peux trouver énergie, la génération de l'énergie. Je peux avoir des simulations sur la partie transport, sur la partie demande également, sur toute la partie génération aussi de puissance sur les équipements, etc. Donc, c'est des solutions qui sont prêtes et qui sont sur Internet. Vous pouvez aller, vous pouvez créer IoT Central, créer votre use case. Il y a des simulateurs, vous pouvez tester avec des simulateurs et vous pouvez créer votre solution. Donc, même pour les partenaires qui sont aujourd'hui avec nous, vous pouvez facilement créer des démos pour vos clients. C'est rapide, ça ne coûte rien. Il y a des générateurs de data. Vous générez la donnée, vous avez des écrans, vous avez des interfaces et vous pouvez démarrer une discussion avec un client sur un use case IoT spécifique. D'accord? Question? Très bien. Donc, Digital Twins, donc aussi le service Azure Digital Twins qui va vous permettre de créer votre identité et votre reduplication de votre physique vers le cloud avec Azure Digital Twins qui va vous permettre de faire l'équipement de device, le contrôle de device, la surveillance, le monitoring, la sécurité sur les devices depuis la console digitale vers les équipements qui sont physiques. Aussi sur la partie média et la partie AI, donc je peux avoir du audio transcriptions parce que généralement quand je développe, par exemple, on va dire une solution Smart City, bah, ça peut être peut-être quand j'arrive sur une agence ou un service public, eh bien, je peux imaginer avoir une borne interactive avec un agent qui est complètement interactive. Il a besoin de me parler, hein, de me poser une question. Je lui pose une question, il peut me répondre, il peut m'aiguiller, il peut me dire voilà, passez par là, voilà les documents à fournir. Je peux imaginer une borne dans laquelle je donne les documents sont scannés automatiquement. Il lit les documents avec de l'ossérisation parce qu'il y a le service d'ossérisation. Il ossérise le document. Automatiquement, il me donne le résultat. Est-ce qu'il faut un document ou autre? Et ça peut facilement transformer tout le parcours du citoyen et la façon avec laquelle il peut interagir. Donc aussi toute la partie speech. Donc aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de parler. On a toute la partie face detections. Donc là, on peut imaginer sur la partie safety où, par exemple, on a un site d'une agence ou un site d'un organisme ou peut-être d'une mine ou autre, ou ça peut être aussi n'importe quel département qui veut, par exemple, sécuriser l'accès pour des raisons. Donc, je peux avoir des caméras qui vont être équipées, c'est des caméras classiques, mais qui vont être derrière couplées avec de l'intelligence artificielle, avec du face recognition, et je peux automatiquement détecter les gens qui ne sont pas autorisés d'accéder à un tel espace via le face recognition. Et ça a été très utilisé aussi pendant le Covid pour détecter les gens qui ont fait de la température, etc. Et ça, je peux aussi le coupler sur des use cases métiers réels. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose que je peux utiliser. C'est un ensemble des use cases que je peux faire. Et bien sûr, toute la partie digital object labeling, etc. Donc ça, c'est l'exemple. Je peux rentrer en détail si vous voulez. Donc, toute la partie data, donc je vais passer. Sur la partie maps aussi, c'est important. C'est un service qui est très utilisé sur la partie Smart City parce que quand on parle de Smart City, transportation, parking, etc., généralement, on a besoin d'une map, une carte. Et la carte, ça doit normalement fournir toute la partie map, bien sûr, vue satellite, vue roadmap géographique, etc., mais également toute la partie routage pour savoir en fait quel est le meilleur chemin optimal, détecter le chemin optimal. Ça, c'est très important dans des use cases de transportation. Quand on fait un use case transport, ben aujourd'hui, on a la map qui nous permet en fait d'avoir toute la partie optimisation des routages, la détection des objets, savoir où, par exemple, le bus, il est à quelle position, quand est-ce qu'il arrive, faire la tracée de son chemin.
Donc, tout ça, on est capable de le faire. Et bien sûr, faire même du special operator si on veut, faire de la recherche, faire de la mobilité, géolocalisation, tout ça, ce sont des services aujourd'hui ready to use. Ils sont prêts à l'emploi. Donc, parfois, quand on parle de use case, ça nous paraît un peu compliqué parce qu'il faut y avoir de l'intelligence derrière. Aujourd'hui, l'intelligence, elle est déjà là. C'est as a service. Donc, tout ce qui reste à faire, moi, quand j'assiste parfois dans des startup discussions, je leur dis aujourd'hui, c'est facile de faire une startup et de créer un projet. Avant, c'était compliqué parce que pour développer un algorithme qui fait du routage ou un algorithme qui va faire de géolocalisation, ben, c'est du codage quand même, c'est du temps. Aujourd'hui, une startup, elle peut prendre des briques, c'est reuse rather than create. Aujourd'hui, on est plus dans la réutilisation plutôt que de création. Donc, je prends les services, je les couple, je modélise mon application, je ramène ma valeur ajoutée qui est en fait mon savoir-faire et ma solution, je couple mon application et je la mets tout simplement en production. Je peux créer facilement un MVP en quelques semaines. Donc, aujourd'hui, créer un MVP dans 2-3 semaines, pour moi, c'est complètement faisable. Il y a pas mal d'entreprises et d'organismes qui l'ont fait. Et bien sûr, je peux aussi le coupler avec tout ce qui est ici weather, service de tout ce qui est température, météo, etc. pour dire aujourd'hui, peut-être parce qu'il va y avoir un mouvement ou une perturbation du réseau de transport parce qu'on a détecté qu'il va y avoir de la pluie. Dans certains pays, ça va être en fait la neige, etc. Donc aujourd'hui aussi, on est capable d'imaginer ce type de scénario. La partie AI, deuxième brique importante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'AI, je peux vraiment tout faire. Donc, je peux vraiment tout faire. Et chez Microsoft, on a respecté en fait ce qu'on appelle AI, Responsible AI. Donc, il faut que quand on crée un use case AI, il faut qu'il respecte une série on va dire, de clauses. C'est une charte d'utilisation de notre service. C'est qu'avant même de créer et d'utiliser des services AI, il y a une charte à respecter parce qu'on veut créer du AI responsible. Donc, on le crée pour des raisons pour servir l'humanité, pas pour nuire à l'humanité. Ça, c'est une des choses. Et d'ailleurs, quand vous créez un premier service AI, vous devez signer la charte parce que c'est important pour nous. Donc, tout ce qui l'AI doit être must be maximized without destroying the nature of people. AI must guarantee against bias. Aujourd'hui, on respecte en fait ce qu'on appelle la diversity and inclusion, diversité et inclusion. Donc, aujourd'hui, on peut faire de l'AI sans être, on va dire, on bannit tout ce qui est racisme, tout ce qui est gender, etc. Donc, ça, aujourd'hui, c'est ce qui vous permet aussi de faire des solutions dans ce sens. Donc, les challenges de l'AI, c'est que 91% des entreprises will be using AI in 3 years. Ça, c'est quelque chose qui a été mentionné 2018-2019. C'est qu'aujourd'hui, l'AI, il est là. On le voit dans des use cases, comme j'ai dit tout à l'heure, en dehors de la Smart City. On le voit partout. Je le vois dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'assurance. Aujourd'hui, tout le monde cherche à développer, à utiliser l'AI, soit pour des use cases de prédiction. Aujourd'hui, on peut même le faire pour la prédiction, ou je peux même le faire pour du customer scoring, pour du customer churn, pour la fraude détection. Tout ça, c'est quelque chose, des use cases qu'on a déjà mis en place et qui sont très rapides à mettre en place avec les services AI. Et bien sûr, 37% have started already to use la partie AI. On a 80% des entreprises ou des clients qui utilisent l'AI, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils te disent, je peux faire de l'AI, mais quel est l'impact? Soit l'impact sur mon business, parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'AI, parfois on a tendance à dire l'AI, ça va permettre de changer des choses au niveau process. Est-ce que ça va me permettre de changer en fait mon modèle opérationnel? Est-ce que l'AI va remplacer l'humain? Bon, il y a un peu de peur. Donc les gens, ils ont peur, c'est normal. On est une phase de transition. Il y a un livre que je vous recommande de lire, c'est Humanity 4.0. Il faut le lire. Ça montre la vision où on veut aller vers ce qu'on appelle Empower Humanity. C'est qu'aujourd'hui, on doit aller utiliser l'AI en tant qu'acteur pour nous rendre meilleurs, pas l'inverse. Et bien sûr, finding their starting point, ça c'est un point très important et ça, je pense, les partenaires et nos partenaires doivent jouer un rôle important pour définir quels sont les premiers use cases sur lesquels les clients peuvent capitaliser et démarrer. Aujourd'hui, quand je pars que ce soit dans le domaine du Smart City, gouvernement, etc., on peut imaginer avoir sur les autoroutes des drones qui volent, sur les équipements électriques, avoir des drones qui surveillent. Ça, c'est un premier use case AI. Donc, il faut imaginer. Je pense que l'imagination aujourd'hui de nos partenaires, elle est importante. Il faut imaginer, il faut définir des use cases. Il y en a plein. Je vous montrerai tout à l'heure un ensemble. Et aujourd'hui, pour réaliser ces use cases-là, c'est très simple. Ce n'est pas plus compliqué qu'avant. Aujourd'hui, vous avez les capabilities, vous avez les capacités de le faire. Donc, on peut imaginer ça. Et ça, c'est vraiment votre rôle en tant que partenaire. Et bien sûr, la stratégie du vendeur lui-même et l'entreprise maturity. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent qu'on n'est pas prêt pour l'AI.
c'est faux parce qu'au contraire, l'AI peut accélérer et leverager la maturité de l'entreprise. Aujourd'hui, des traitements qui prenaient des jours de traitement, aujourd'hui, avec l'AI, on est capable de les faire en quelques secondes. Donc, ça aussi, c'est un point important. Donc, comment ça fonctionne? Donc, je vais passer rapidement. Donc, scaling, ça c'est important. Aussi, les partenaires de formation. Le training est important. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de formation pour nos clients, pour nos partenaires, parce que le monde a changé, la technologie a changé. On est sur le domaine du cloud, on est très en retard sur le cloud. Il y a de l'AI qui arrive, il y a des smart cities, il y a des choses qui arrivent. Donc, on doit vraiment être, et je pense qu'il y a certains pays africains qui ont quand même fait le pas avant et qui ont déjà commencé à investir. Et je pense que nous, on doit vraiment faire l'accent dessus pour pouvoir réaliser en fait aussi notre parcours digital et notre virage digital. Donc, aider les villes pour faire et retirer les talents, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, un des points aussi que je pense que tous les partenaires au Maroc vivent, c'est que les talents partent. Ça, c'est un grand problème. Alors, c'est enregistré? Grand public? OK, donc ça, je vais le dire en off plus tard. Mais la solution, ce n'est pas de former d'autres ingénieurs. Parce que même si vous formez d'autres ingénieurs, ils vont partir. La solution, c'est retain your talent. Il faut garder les talents. Et pour garder les talents, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à travailler sur des dossiers, des sujets passionnants, innovants. Tu formes 10 000, tu donnes 10 000 au pays occident. Tu formes 1 million, les amis, 1 million, il va partir. Parce qu'il faut qu'on crée un écosystème d'innovation important qui va permettre à ces talents de rester et d'innover dans leur pays. Ça, c'est un point important. Et bien sûr, on peut aussi faire « We believe in what people make possible ». Et ça, c'est vraiment la puissance. Aujourd'hui, les États-Unis, ils ont réussi parce qu'ils ont cru qu'ils savent que pour faire en fait de l'innovation, il faut avoir des talents. Et aujourd'hui, ils cherchent ces talents dans le monde entier. Et ça, c'est un pour moi, des key success elements pour les États-Unis parce qu'ils sont capables d'intégrer, quelle que soit la personne, qu'est-ce que la diversity inclusion, d'où la région où tu viens, le pays que tu viens, la religion que tu pratiques, c'est pas important. Du moment que tu sais faire quelque chose, ils vont te prendre. Et ça, c'est important. Donc, sur la partie talent, donc ça, c'est important. Donc, toute la partie productivity gains, comment gagner en productivité, talent retention, increase reach, et bien sûr, la shift compliance par rapport à notre élément. Un point aussi dans lequel nous, on believe aussi, au niveau AI, c'est AI for accessibility. Ça, c'est important. Aujourd'hui, l'AI, on va dire, pour moi, un élément important, c'est que aussi, on peut donner la chance à des gens qui sont nés avec des capacités réduites de pouvoir aussi innover, de pouvoir aussi être capable, aujourd'hui avec l'AI, de pouvoir aussi être présent dans l'activité quotidienne et aussi de pouvoir avoir on va dire une vie digne par rapport à ce qu'ils méritent. Et on a vu pas mal de solutions. Moveit aussi, une solution qui permet en fait aux gens avec des problématiques de vue ou malveillants de pouvoir utiliser des applications pour pouvoir prendre des bus et savoir quand est-ce que le bus arrive, etc. On a aussi développé des solutions avec des casques connectés qui vont permettre de décrire, parce qu'on a l'image, à partir de l'image, on peut décrire le contenu de l'image, on peut décrire le parcours d'une personne malveillante directement en utilisant en fait de la technologie, c'est de l'AI, c'est du image recognition et c'est du text-to-speech ou speech-to-text. Donc, on prend l'image, on a le texte, on traduit le texte en speech et on est capable de donner un résultat qui est extraordinaire pour ces gens-là. Donc, comment aujourd'hui on va aider nos villes à faire plus? Il me reste combien de temps? Une demi-heure? Moi? Bon, je vais essayer de faire vite sur ce point-là. Donc, comment on va aider nos villes à devenir meilleures? Donc, on va dire les use cases les plus probants aujourd'hui et sur lesquels on doit mettre l'accent, c'est le transportations. Au Maroc, on a un vrai problème de transport. Il faut qu'on règle ce problème-là. Il faut qu'on innove. Il faut qu'on investisse. Il faut qu'on trouve des gens qui sont capables d'innover dans ce domaine. La partie énergie, donc comment on peut réduire la consommation d'énergie, que ce soit en termes d'eau, en termes d'électricité. Donc, comment réduire aussi notre émission de CO2. Ça, c'est important. C'est pour nos enfants, c'est pour la planète. Comment réduire la consommation d'eau d'une façon extrêmement sans avoir la résistance et définir notre sustainability au niveau de l'eau. Comment pouvoir développer aussi du public safety. Aujourd'hui,
Dans les rues, oui, il y a la police, mais malheureusement, elle ne peut pas tout voir, elle ne peut pas tout surveiller. Aujourd'hui, vous savez que toutes les rues de Londres, ils sont surveillées avec la télésurveillance. Donc aujourd'hui, ils ont déjà mis en place les caméras. Aujourd'hui, ils vont mettre l'intelligence artificielle derrière pour détecter automatiquement un vol, une fraude, c'est pas une agression. Ils sont capables de la détecter aujourd'hui. Donc tout ce qu'il reste à faire, c'est développer le modèle. Donc c'est une chose aussi qu'on peut imaginer, surtout sur des espaces publics, sur des autoroutes, sur des espaces publics, sur des places de parking, etc. Donc toute la partie gestion intelligente de déchets. Bon, nos déchets, c'est nos déchets. Non, je ne vais pas trop tarder dessus. On sait commencer. Donc là, il faut vraiment, pour moi, c'est un chantier à part entière. Il faut vraiment qu'on travaille dessus. On doit trouver des solutions innovantes. En tant que partenaire, il faut penser comment on peut améliorer ça. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des solutions sur la partie Ouest. Je vais vous montrer sur la partie Ouest Management, qui génèrent beaucoup d'argent à partir de ça. La partie Health et Social Services. Donc aujourd'hui, comment offrir un cadre de santé meilleur pour les citoyens. Aujourd'hui, avec la téléconsultation, avoir des médecins qui vont être présents sur des plateformes digitales, tout ça, c'est quelque chose qu'on pourra imaginer. Avoir aussi des équipements digitaux qui vont permettre, même s'il n'y a pas beaucoup d'influence ou beaucoup de présence, mais au moins d'avoir des équipements digitaux qui vont servir probablement moi, j'avais en tête, en fait, un sujet sur la partie le lit connected bed, d'accord? Donc, pour pouvoir dire comment je peux monter en temps réel des alertes sur un patient en temps réel. Et ça, c'est important pour le médecin, pour tout le staff médical. Et finalement, la partie eGov Services, comment améliorer ce eGov Services. Je vais vous donner en fait quelques exemples de use cases développés à travers le monde. Donc, ça, la partie transportation, donc toute la partie car management, donc toute la partie aussi open loop sur la partie digital transit, real-time traffic management et smart parking. Quelques solutions développées par des partenaires, mais aussi en fait avec l'assistance des technologies Microsoft. Transit Payment System, donc c'est un système de transit au niveau des transports en commun qui est complètement digital, donc transport de New South Wales in one commute and prior knowledge, etc. Donc ça permet en fait avec le ticket de savoir quelle est la next destination, donc il y a de l'intelligence sur le ticket lui-même. Donc ça c'est quelque chose de très important aussi. Donc le Real-Time Public Transit Apps, donc ça c'est important, je peux savoir comment ça peut faire toute la partie déplacement d'une façon optimisée sur le réseau public. Donc, je peux savoir que je dois prendre le tram. Après le tram, il y a une autre station qui va me permettre de prendre un bus. Le bus arrive dans 2 secondes, etc. Et je peux le faire avec mon application mobile. Bon, je sais que c'est un peu futuriste, mais il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Les exemples que je vous montre, c'est des exemples réels. Ils sont déjà existants. Bon, c'est vrai qu'il y a la maturité derrière. Deuxième point, c'est du real-time traffic management. Ça, c'est vraiment via des caméras intelligentes. Et là, on parle sur ce qu'on appelle des systèmes autonomes. Ce n'est pas l'agent qui est en train de voir la vidéo et en train de voir la vidéo, il dit voilà, il y a une conjoncture sur le boulevard Zartoni à Casa avec le boulevard Randy. Ici, c'est en temps réel. Il y a il y a des caméras qui remontent de la data et la data qui est remontée, elle est automatiquement analysée avec de l'intelligence artificielle, des machine learning derrière et il peut dire quelle est la meilleure façon. Parce qu'un humain, il peut imaginer une action parce qu'il a de l'expérience, etc. Mais une machine, elle est capable d'analyser des centaines de milliers de données et donner la bonne solution. D'accord? Donc, ça aussi, c'est des use cases qu'on peut faire. Donc, toute la partie real-time traffic aussi management. Donc, Jérusalem, ils sont très avancés sur la partie smart city. Israéliens, ils sont très, très avancés. Smart parking, donc ça, c'est une solution pour trouver une place de parking rapidement. Donc, ça peut trouver tout simplement ou là où il y a les équipements IoT, comme ce qu'on a par exemple dans les centres commerciaux, mais on ne le fait que pour la partie commerciale. Il faut le voir aussi dans la partie publique. Comment on peut imaginer trouver des places de parking rapidement et surtout à Casablanca, au centre, c'est un peu, ça devient la partie combattant. Donc, la partie congestion charging, donc comment je sais qu'il y a de la congestion sur la route, comment je peux optimiser ça. D'autres scénarios sur la partie public safety, donc emergency response alert, real-time crime mapping et infection disease surveillance. Donc, ça, c'est la partie comment je peux faire du real-time crime mapping. Donc, je peux facilement en Port Survival Support Organizations. Donc, aujourd'hui, c'est le citoyen qui aide la police à pouvoir lutter contre le crime. Et ça, c'est pas compliqué. C'est une application mobile qui va permettre de remonter des alertes, de chatter avec un agent. C'est pas, je vais pas dire 30 millions qui vont appeler, mais je peux dire qu'il y a des gens qui vont signaler des alertes. Ces alertes vont arriver directement vers un chatbot, vers un agent intelligent qui, lui, va aiguiller en fonction. Donc, s'il y a des gens qui s'amusent, il va le savoir. Et si c'est réellement des cas d'urgence, il peut automatiquement le faire. Donc, Emergency Notification Alert, donc automatiquement, quand il y a une notification, elle arrive directement sur les smartphones des agents parce que là, le policier a un téléphone.
et le téléphone, il l'utilise. C'est plus un luxe aujourd'hui, il a un téléphone et donc je peux lui envoyer une notification directement sur son téléphone pour le faire. Et bien sûr, Smart Surveillance, donc je peux utiliser les caméras pour détecter tout simplement tout ce qui est crime, fraude, etc. et agression. Toute la partie environnementale, donc le Water Network Real-Time Monitoring, Smart Building et Smart Street Lighting, ça c'est important. Donc, je peux facilement Smart Grid pour détecter toute l'installation électrique, toute la distribution électrique. Il y a des solutions partenaires, Schneider et autres, qui permettent en fait, avec Microsoft, de donner une solution Smart Grid end-to-end, depuis la génération d'électricité jusqu'à la distribution d'électricité vers les citoyens. Toute la partie Smart Street Light, aujourd'hui, on peut utiliser des caméras pour détecter si une rue n'est pas peuplée ou il n'y a pas de passage. Pourquoi l'éclairer? Ou pourquoi l'éclairer à 100%? Aujourd'hui, avec de l'intelligence, on est capable de dire du smart lighting. Si je vois qu'il y a une rue qui est non utilisée, ben, je peux réduire l'éclairage. Ça va permettre de réduire la consommation inutile. Et parfois, on trouve des rues, ben, ils ne sont même pas utilisés, mais ils sont éclairés. Et d'autres qui sont utilisés sont mal éclairés. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne gestion du réseau. Et finalement aussi, la partie Energy Consumption, ça c'est un projet Microsoft Research et qui va permettre tout simplement de pouvoir réduire la consommation d'électricité et avoir une consommation avec soit du smart metering pour savoir en fait quelles sont les tendances de consommation et améliorer la consommation du client. Toute la partie Water Rust Management, c'est aujourd'hui une application qui permet aussi de remonter en temps réel l'état des eaux par rapport à la région pour savoir est-ce qu'il y a de la pollution qui arrive, etc. La partie Real-Time Water Usage Monitoring, donc je peux savoir en temps réel la consommation de chaque maison et donc je peux savoir comment ça se présente. Et bien sûr, AI is helping secure waters. Donc aujourd'hui, l'eau, ça va être, on va dire, la monnaie rare. L'eau, ça va devenir l'énergie la plus chère, la ressource la plus chère. Donc il faut bien sûr en faire bon usage. La partie Water Management, donc là, c'est la partie collection automatique. Donc on sait par contenu, chaque aubaine, qu'est-ce qu'elle contient, le poids de l'aubaine, son contenu, et bien sûr, on peut savoir le temps de passage, le recyclage, tout ça, c'est via une application avec les PASAM. Et bien sûr, je peux aussi faire real-time remote air quality monitoring avec des capteurs aujourd'hui, des capteurs de CO2, des capteurs d'humidité. Je suis capable de détecter la qualité de l'air. Et je peux même envoyer des informations pour dire éviter cette région-là parce qu'il y a beaucoup d'infections ou l'air n'est pas correct, donc il faut faire attention. Il y a même des applications que je montre tout à l'heure sur la partie Air Quality. Donc ça, c'est le projet Haze. Donc il n'est pas très compliqué en termes de lui-même. C'est des petits équipements avec une carte connectée, avec des différents capteurs d'air. Et ces capteurs-là, ils sont placés dans des endroits au niveau de la ville, là où il y a du passage, où il y a de la population, et via l'application mobile. Donc ils ont une application mobile. En passant, ils vous donnent quel est le chemin optimal pour éviter tout simplement la pollution d'air. Ça, c'est très pratique. Bon, à Casa, tu n'as pas beaucoup de choix. Donc... Mais par contre, ça permet en fait aussi d'avoir une Smart City. Et ça, c'est un projet qui a été développé avec la société Haze et il est complètement hébergé sur Azure. D'accord? Donc, je vais passer sur ça. Donc, la partie, bien sûr, les digital payments, ça, c'est important. Digital citizen services et bien sûr, digital licensing sur la partie Corona économique. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions. J'essaie de résumer le contenu. Oui. Qu'il y a des projets vraiment. Tu coupes, je le dis. Alors, il y a des projets aujourd'hui. Sans donner de nom. Sans donner de nom de client. Voilà. Alors aujourd'hui, on travaille avec, ici au Maroc, moi je couvre l'Afrique francophone, donc j'ai 7 pays dans l'Afrique. On a des scénarios très avancés sur la partie IoT, Smart City, mais qui vont venir sur Smart City plus tard. On travaille sur la partie énergie beaucoup, avec les clients énergie, sur une bonne gestion d'énergie, sur une surveillance du réseau, transport, sur du gaspillage, sur la détection de fuite, sur la détection de fraude. Donc ça, ce sont des scénarios qu'on est en train de travailler parce que ça rentre dans le Smart City. On travaille également sur des use case mining, comment faire du mining intelligent. On travaille aussi sur la transportation avec comment surveiller le transport, par exemple, des trains.
avec des gens qui peuvent sauter dans des trains, etc., avec des caméras, parce que généralement, il y a des équipements. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir de la créativité. Parce que des projets comme ça, avant, c'était compliqué. Parce qu'avec une caméra, bah, il fallait chercher la solution éditeur qui permettait de détecter, etc., des objets. Aujourd'hui, détection d'objets, c'est un service. Donc, tu écris un petit bout de code Python, Java, .NET en fonction du SDK que tu veux, tu maîtrises. Tu récupères le streaming vidéo, tu prends ce streaming vidéo, tu prends des frames, tu l'envoies à l'algorithme, il te dit est-ce qu'il y a une fraude ou non, est-ce qu'il y a une personne qui essaie de rentrer, de sauter, est-ce qu'il y a quelque chose qui tombe, un objet qui est mal placé. Donc, par exemple, Smart, on a fait un projet Smart, on l'appelait Safety, Safety, client Safety, et qui permet en fait de détecter tous les agents qui sont sur un chantier qui ne portent pas un casque et qui ne portent pas un gilet. Et ça, c'est très simple. Bah, ça paraît compliqué. On était capable de le faire en un mois de travail, 2 mois de travail. Pourquoi? Parce qu'on a les caméras, on a l'algorithme qui permet de détecter des choses, on donne de l'apprentissage à l'algorithme, il est capable de le faire. On est même parti loin sur ce qu'on appelle des voitures autonomes sur certains sites. Aujourd'hui, on est capable de le faire, des tracks en fait, qui ramènent en fait, tout ce qui est extrait des mines. Aujourd'hui, il y a des entreprises, ils ont des solutions propriétaires qui coûtent cher, mais ils veulent aussi expérimenter quelque chose de low cost. Donc, sur des équipements qui ne sont pas connectés, on vient, on façonne un petit équipement avec de Raspberry ou autre, ou du Arduino, ça dépend de l'équipement. Généralement, c'est du Raspberry. On fait un Raspberry, on crée le connecteur nécessaire, on se connecte sur l'engin, on est capable de remonter la data et on est capable de savoir quelle est au moins la trajectoire du camion, quel est le statut du camion. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'on peut faire et qui sont très rapides. Et on a des partenaires qui se lancent dans ces sujets-là, même si je sais que c'est techniquement, ça paraît compliqué. On est dans les 80% des gens qui ont peur de se lancer dans ce sujet parce qu'ils ne connaissent pas. Mais une fois vous vous lancez sur ça, bah, vous allez trouver que c'est simple. J'ai contacté, j'étais en contact avec quelques startups qui font des solutions drones et avec de l'AI derrière, ils sont capables de faire des choses très intéressantes au Maroc. Ils sont capables de surveiller on va dire un site, ils sont capables de surveiller une installation, ils sont capables de calculer, par exemple, les différents assets. Bah, tu veux faire un inventaire, tu as des objets qui sont appareillés sur un chantier, et ben, tu fais voler un drone avec un plan de vol, il est capable de capturer les images et de dire combien d'assets tu vas avoir. Et ça, c'est de la classification, c'est un algorithme de classification. N'importe quel data scientist, première et deuxième année d'école, il est capable de le faire. Il n'a même pas besoin de le faire, ça existe déjà. Donc ça, c'est l'ouverture que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'être créatif. Avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a les briques technologiques, on a le cloud, on a l'IoT, on a l'AI, on a la partie Edge. Donc, on est capable de répondre à des problématiques clientes d'une façon très rapide et on est capable même de faire un MVP. Et c'est ce qu'on propose à nos clients. On dit, ouais, mais ça, c'est compliqué. Oui, on peut faire un MVP, c'est un petit investissement. On peut faire un MVP et on peut montrer au client que ça marche. Et une fois le client voit que ça marche, après, c'est carte blanche pour faire le reste. Et ça, c'est vraiment des clients marocains, les exemples que j'ai donnés. Après, c'est vrai, on a l'impression que ces sujets-là, ils sont bons pour les gros clients qui ont le budget. Mais comme je t'ai dit, ce sont des projets qui ont coûté entre 100 et 150 000. Donc, tout client peut le faire. C'est-à-dire, c'est pas les grands parce qu'ils ont cette vision, parce qu'ils se sont inscrits dans une transformation digitale, ils veulent incorporer de l'AI, ils veulent faire de l'IoT, etc. Pas parce qu'ils ont le budget, parce que c'est des projets qu'on peut faire en low cost, mais parce qu'ils ont la stratégie derrière. D'accord? Et pour les autres clients qui sont vraiment dans leur business, c'est le rôle du partenaire pour venir et dire, OK, aujourd'hui, il faut se réveiller, c'est comme ça qu'on fait, c'est plus comme avant. Voilà. Question? Je tousse, mais ce n'est pas le corona, c'est l'allergie. C'est l'allergie, ce n'est pas le corona. J'ai fait le test. Vous avez parlé des 80% des clients qui ont peur pour franchir le pas. On est devant une thématique de Smart City. Qui dit Smart City dit cloud. Ici au Maroc, on a beaucoup de clients qui sont un peu, enfin, autrement dit, qui demandent plus d'avoir un cloud souverain
avec des data centers ici au Maroc. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de Microsoft d'aller dans ce sens-là pour répondre à ce besoin-là, mais en même temps de contribuer au développement de ce type de solutions que vous proposez dans votre portefeuille? Alors, c'est une question, ça fait 8 ans que je suis chez Microsoft et je peux vous dire que j'ai entendu cette question revenir tout le temps. Ça fait 8 ans que je fais du cloud et je suis cloud data and AI lead, donc je fais que du cloud. Un client aujourd'hui qui m'appelle pour du on-prem, je peux répondre avec des solutions on-prem, mais un client qui veut avoir tout on-prem, je lui dis aujourd'hui, ce n'est plus la vision. Aujourd'hui, il y a un cloud hybride qu'on peut imaginer, d'accord? Parce que la problématique, c'est spécialement la data. Quand on parle de la data, les clients, ils sont réticents parce que c'est la data, j'ai envie d'avoir la data à côté. En fait, d'abord, c'est culturel. Le Maghreb, c'est un peu culturel. La data, il doit être à côté, il doit de temps en temps passer voir la data à côté. Ça, c'est quelque chose de culturel. Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là. Avant, j'étais un peu, on va dire, impulsif sur le transfert. Non, il faut aller sur le cloud. La data, il est plus sécurisée sur le cloud. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. La donnée, elle est plus sécurisée sur un data center cloud plutôt qu'on-prem. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter ces discours-là. Et je suis plus sur une discussion, OK, comment on peut faire pour répondre à ton besoin en gardant, bien sûr, à l'esprit que la data, elle va rester locale, mais comment on peut ramener de l'intelligence que de toute façon, tu ne pourras jamais avoir en-prem. Quand on parle de solutions AI, tu peux faire ton cluster AI chez toi, mais moi, je le dis aux clients, mais bon courage pour le maintenir, pour le faire tourner, pour que ça marche. Par contre, la data, tu peux l'avoir. On peut travailler ensemble sur une data classification. Quelles sont les données que je labellise cloudable, qu'on peut envoyer vers le cloud? Quelles sont les données que tu peux me donner? Et en fonction, parce qu'aujourd'hui, je peux faire un use case, on va dire Smart City, une place de parking, oui, c'est vrai, tu vas me dire c'est des données, etc., qui sont importantes ou qui sont, on va dire, critiques. Okay, mais il y a d'autres scénarios dans lesquels c'est des données qui sont, on va dire, techniques. Même, je te donne un exemple, la température d'une région, c'est une information que tu peux avoir en public comme tu peux avoir en privé. Mais après, le choix de la mettre en public, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis l'accent au démarrage sur l'open data. C'est un projet qui a été, je pense même, il y a un texte de loi qui oblige les OIM à ouvrir la donnée. Ça va venir. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'open data, mais tout le monde veut faire son open data. Ça ne marche pas. Quand on fait un open data, c'est un open data gouvernement. Parce que je décide qu'est-ce que je dois mettre au niveau de la data pour pouvoir développer des systèmes comme ça. Sur le deuxième point du cloud souverain, oui, on est un pays souverain. Le cloud, on peut avoir un cloud souverain. Aujourd'hui, dans la roadmap, on ne sait pas. Ça peut venir, hein, mais ça peut venir. Après, il faut qu'il y ait du business. Les pays dans lesquels aujourd'hui, l'Afrique du Sud, Qatar, Dubaï, oui, ils ont de l'argent, mais c'est un marché qui s'ouvre sur l'innovation. Aujourd'hui, Microsoft ne va pas faire un data center pour hoster des VM parce que ça coûte cher. Ce n'est pas intéressant. Parce que quand je fais du IaaS, infrastructure, ça coûte cher pour Microsoft. Parce que c'est de l'investissement. Un data center, c'est autour de 250 millions de dollars pour l'installer, les ressources, l'équipement, etc., l'électricité. Donc, ça coûte cher. Donc, il faut qu'il y ait un business, il faut qu'il y ait une stratégie pays pour faire du cloud. Et là, je pense Microsoft ou Amazon ou Google, ils seront intéressés de venir mettre un data center. C'est vraiment une stratégie. Maintenant, vous, en tant que partenaire dans cette situation, mais moi, je vous partage mon expérience, parce que je fais du cloud et toutes mes discussions avec mes clients, c'est cloud. Parfois, ça m'est arrivé chez un client, il me parle que du on-prem. Je ne vais pas lui dire non, mais je reste par politesse et à la fin, je lui dis OK, toute cette solution-là, voilà ce que vous pouvez faire. Mais malheureusement, l'approche Microsoft, c'est de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, Microsoft, c'est une cloud company. On est sur le cloud et on fait que du cloud. Et nos revenus cloud, ils dépassent de loin Windows. Windows, ça fait 2% aujourd'hui. Windows, c'est 2% de nos chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que demain, Windows, ce n'est pas ce qui nous ramène de l'argent. Avant, oui, c'était Windows. Mais aujourd'hui, on a changé de stratégie, c'est le cloud. Au Maroc, aujourd'hui, on arrive à faire des solutions hybrides. Ça nous demande beaucoup d'énergie en amont, en parallèle. C'est-à-dire le temps, je me dire la solution, c'est 2-3 semaines. Pour préparer l'idée, le client, pour rassurer le client, ça prend du temps.
surtout sur la partie data, les aspects cloud, etc. Mais quand le client voit la valeur réelle, quand il voit que c'est quelque chose qui… Le time to market aussi est important. La discussion que j'ai généralement avec les DSI, c'est que, OK, quand est-ce que tu veux ce projet? Ah, j'ai une pression métier tout de suite. Tout de suite, en prem, oublie. Pas le faire. Le temps d'acquérir le matériel, que le matériel arrive, etc., c'est compliqué. Donc, time to market, il est aussi important. Si le métier, tu as une pression métier de le faire dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, généralement, c'est des projets qu'on arrive à gagner sans problème. Parce qu'il y a une pression métier, il y a une pression business. Et je vous recommande, en tant que partenaire, oubliez l'IT. Vos discussions, ils doivent être avec le métier. Parce que c'est comme ça que tu vas driver des projets de transformation digitale. L'IT, il va te rester au niveau network. Il va me connecter avec le network. Réseau, câblage, disque, etc. La discussion réelle aujourd'hui, en tant que partenaire stratégique au niveau IT, transformation digitale, c'est avec les métiers, ce n'est pas avec les IT. Et donc, des discussions comme data, cloud, etc., moi, j'ai eu l'expérience où j'étais dans des réunions avec de l'IT pendant des mois. Et quand j'arrive sur la réunion avec l'IT, le métier, avec les IT, tous les bloqueurs que j'avais avant, ils disparaissent. Comme par magie. À l'aise parce que, ah oui, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, on va aller sur le cloud, c'est facile, le cloud, c'est facile. Le métier change de discours. Pourquoi? Parce qu'aussi, ils ont la pression du métier. Donc, il faut driver via métier. Ce n'est pas tous les use cases que tu peux faire. La data classification, ça prend du temps. Il faut que le client ait un besoin imminent pour pouvoir le faire. D'accord? Il y a des clients qui ne vont jamais aller sur le cloud. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis convaincu. C'est des clients, quand ils m'appellent, je dis oui, bonjour, ça va, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut prendre un café? Je ne parle même pas de business cloud parce que je sais que c'est un client qui ne va jamais aller sur le cloud. Mais par contre, il y a beaucoup de potentiel de PME, je vais dire TPE, PME, qui sont très, on va dire, ouverts à aller sur le cloud. Ça, c'est mon expérience. Merci. J'espère que j'ai répondu. Mais cloud souverain, on va venir. Hein. On a essayé, on y travaille, mais ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Maintenant, je suis une force, l'économie ديالنا باقا شويه ما عندناش داك le business. Hôtel digital, on est en retard. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont très avancés. Exemple, la Kenya, Nigeria, ils sont très avancés sur le digital et c'est des pays qui ont pris le revers par rapport à nous. Nous, on a raté notre, on va dire, virage digital. Bon, là, on se rend compte qu'on a raté. D'autres pays, aujourd'hui, dans l'Afrique, si vous voyez juste le rapport Afrique-développement sur l'investissement des startups dans des pays africains, vous allez voir le classement du Maroc. Franchement, le classement du Maroc, vous allez voir. On est très loin. Même le Sénégal nous devance sur l'investissement des startups. Moi aussi. Moi aussi, avec grand plaisir. C'est quand vous voulez. José? Très bien. Voilà, donc je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, Saïd Kebaili, avec grand plaisir. Et généralement, je suis présent sur LinkedIn. Donc, si vous voulez des questions, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Et généralement, je réponds quand je peux. Merci beaucoup.